et à tous, bienvenue. Je suis heureux de vous retrouver sur cette chaîne dédiée à la santé environnementale. Je vous remercie pour votre intérêt porté à cet important sujet qu'est l'influence de notre environnement sur notre santé. Je m'appelle Ricardo Rojas. Je suis hypnothérapeute et coach au sein du centre de thérapie naturelle Anizen. Situé à Bulle, j'accompagne les personnes hautement sensibles ainsi que celles et ceux qui souffrent de ces maladies émergentes d'hypersensibilité dite environnementale. Dans cette troisième partie, je vous présenterai les bases scientifiques étudiant le terrain de la haute sensibilité. Dans l'épisode précédent, vous avez pu découvrir les traits principaux de ce terrain neurobiologique inné et comprendre pourquoi l'évolution a doté environ 20% de la population de ce profil dit plus réactif. Le symbole de l'orchidée est la métaphore florale utilisée par les chercheurs pour désigner ce tempérament. Vous avez également pu voir les preuves apportées par les neurosciences de l'existence bien réelle de la haute sensibilité en tant que mode de fonctionnement neurocérébral à part entière. Cette neuroplasticité accrue, nous rendant plus sensibles à notre environnement, a d'importantes répercussions sur notre développement psychologique et sur notre santé. Finalement, nous avons vu le rôle joué par la psychologie moderne dans la stigmatisation des personnes hautement sensibles en se concentrant uniquement sur la vulnérabilité de ces profils. Mais comme vous le verrez dans cet épisode, les choses sont en train de changer. Je vous souhaite un bon visionnage. Heureusement, cette vision clivante, qui imprègne encore fortement la psychiatrie contemporaine, fait progressivement place à une nouvelle vision influencée par la psychologie positive, où l'on découvre que les prédispositions d'un individu peuvent se traduire en force et non seulement en faiblesse, et que ces facteurs génétiques, neurobiologiques ou psychologiques sont davantage des facteurs de plasticité que des facteurs de vulnérabilité, et donc que les personnes hautement sensibles sont en réalité plus malléables que la moyenne, ceci pour des questions évolutionnistes et de survie de l'espèce. C'est ce que les théories récentes de la susceptibilité différentielle et de la sensibilité biologique au contexte mettent en évidence. Et c'est ce que suggère l'étude For Better and For Worse, traduit en « pour le meilleur et pour le pire », en haut à gauche, qui souligne que les facteurs de susceptibilité, tels que les marqueurs comportementaux, génétiques et d'hypersensibilité, sont moins des facteurs de vulnérabilité que des facteurs de plasticité, rendant ainsi certains individus plus malléables et susceptibles que d'autres aux influences environnementales négatives et positives. L'étude du centre vient étayer cette hypothèse en introduisant le principe de susceptibilité différentielle qui suggère que les individus plus sensibles à leur environnement ne seraient pas uniquement plus vulnérables aux effets négatifs d'une expérience défavorable, mais également plus sujets à bénéficier des conséquences positives des environnements favorables. Les individus en question, ayant une plus grande plasticité et malléabilité que d'autres, sont dès lors plus sensibles aux influences environnementales pour le meilleur et pour le pire. Les personnes hautement sensibles sont donc plus sujets aux conséquences développementales négatives associées à des environnements défavorables, ainsi qu'aux conséquences développementales positives associées aux environnements favorables. Ainsi, la théorie de la susceptibilité différentielle ne dément pas, mais complète l'hypothèse diathésie-stress en y ajoutant un versant positif. Ces environnements et ces expériences défavorables sont celles qui, durant l'enfance, génèrent un important stress et sont identifiées par cette étude comme des parents insensibles ou rejetants, de la maltraitance, qu'elle soit physique ou psychologique, mais également des milieux socio-économiques pauvres et violents ou des traumatismes tels qu'un accident ou la perte d'un proche. A contrario, les environnements et les expériences favorables sont celles qui, durant l'enfance, génèrent un stress faible ou modéré des parents aimants, soutenants et pourvoyeurs de soins, permettant l'épanouissement, bénéficiant d'un milieu socio-culturel favorable aux interactions sociales et aux stimulations positives. Ainsi, selon l'ancienne théorie, les enfants hautement sensibles et que la génétique a doté d'allèles à risque étaient ceux qui étaient le plus fortement affectés et donc les plus prompts à développer des problèmes de comportement et d'anxiété. Ils étaient alors taxés d'enfants difficiles. Mais conformément aux études partisanes de cette nouvelle vision, il a été constaté que les enfants les plus fortement affectés par les traumatismes étaient ceux aussi qui bénéficiaient le plus d'environnements favorables. De multiples exemples d'études étayant ce changement de paradigme sont cités dans cet article. Par exemple, une étude fait état d'enfants de bas âge dont les parents usaient d'une éducation très stricte, faisant un important usage de l'autorité et d'un contrôle excessif, affectant les enfants hautement sensibles qui faisaient preuve d'un faible sens moral en comparaison de ceux dont les parents usaient d'une éducation modérément stricte et qui avaient pour effet chez les mêmes enfants hautement sensibles du développement d'un grand sens moral plus élevé que la moyenne des enfants non hautement sensibles bénéficiant des mêmes conditions éducatives.
ou cette autre étude portant sur le comportement d'enfants de bas âge évalués par leurs enseignants. Il ressort que les enfants hautement sensibles, élevés par des parents aimants et soutenants, avaient moins de problèmes de comportement que ceux élevés par des parents rejetants, qui avaient, eux, le plus de problèmes de comportement, et ce toujours en comparaison avec la moyenne d'enfants non hautement sensibles, grandissant dans les mêmes conditions, qu'elles soient favorables ou défavorables. D'autres études établissent que les conditions de stress durant la grossesse, et dont notamment la dépression et l'anxiété prénatale chez la mère, permettent de prédire statistiquement les problèmes de comportement, la tendance à la peur, et les niveaux élevés de cortisol chez les enfants hautement sensibles, et ce toujours vis-à-vis de la moyenne d'enfants non hautement sensibles soumis aux mêmes conditions. La troisième étude en bas à gauche vient encore étayer cette hypothèse. Portant sur 267 enfants aux Pays-Bas, elle met en évidence le fait que la qualité de l'environnement familial dans lequel grandissent les enfants hautement sensibles a une incidence décisive sur les comportements, tandis que les tempéraments identifiés comme plus réactifs et donc classés comme difficiles auront une incidence marginale sur leur comportement. En effet, les enfants hautement sensibles ayant bénéficié d'une éducation inadaptée ou d'un contexte excessivement stressant auront beaucoup plus de problèmes comportementaux que les enfants non hypersensibles, tandis que les enfants hautement sensibles ayant bénéficié d'une éducation positive et adaptée auront beaucoup moins de problèmes comportementaux que les enfants non hypersensibles ayant bénéficié des mêmes conditions éducatives. Ces études suggèrent donc l'abandon de la classification entre enfants faciles et difficiles en faveur de ceux plus ou moins malléables, introduisant ainsi un gradient de plasticité conformément au schéma de l'étude de droite. Cette disposition naturelle d'adaptabilité à l'environnement propre à la haute sensibilité aurait émergé pour des raisons évolutionnistes afin d'optimiser les chances de perpétuation de l'espèce. Dans les deux cas, la sélection naturelle a voulu augmenter les chances de survie de l'individu et de l'espèce, que les conditions environnementales soient ou non propices. Lorsque les conditions sont favorables, cela démultiplie les capacités sociales et la compétitivité des individus en leur permettant de développer un large panel de compétences, augmentant ainsi leur valeur et renforçant leur attractivité. Cela en fait donc des candidats intéressants pour la reproduction, les rendant ainsi plus attrayants et donc séduisants. Mais lorsque les conditions sont difficiles, cela augmente aussi les chances de survie et donc de reproduction par le développement d'une vigilance élevée et d'une réactivité physiologique face aux menaces en se montrant hautement préparés à combattre les dangers présents dans l'environnement. Toujours d'un point de vue évolutionniste, les enfants varieraient de niveau de sensibilité au sein d'une même famille, car les parents ne pouvant pas connaître à l'avance les conditions environnementales et éducatives permettant de maximiser les chances de perpétuation de la lignée et donc de l'espèce, Mère Nature diversifie donc ainsi ses risques en pariant sur différents profils neurobiologiques de sensibilité. La sensibilité biologique au contexte. Comme son nom l'indique, nous abordons ici la question de la sensibilité sous l'angle de l'interaction entre la biologie et notre environnement, et en particulier du système de la réponse au stress. Mais tout d'abord, un petit rappel s'impose. Également connu comme le syndrome général d'adaptation, il a été identifié par le Dr Hans Seil en 1925 et se divise en 3 phases résumées sur le tableau de gauche. La première phase consiste en la réaction d'alarme afin de répondre rapidement à l'élément stressant et de mobiliser les défenses de l'organisme. Cette étape est aussi appelée la réponse lutte ou fuite. Ensuite vient la phase de résistance. Cette phase peut durer plus ou moins longtemps et l'organisme cherche alors à s'adapter à l'agent stressant. Puis vient la troisième et la dernière phase, qui est celle de l'épuisement et qui correspond à un état de stress chronique dû à une exposition trop durable à ces éléments stressants. À noter que ces agents stressants, tels que décrits par cette théorie, peuvent autant correspondre à des situations sociales, des événements de la vie de tous les jours, ainsi qu'aux agressions multiples et variées issues de la pollution environnementale. Ensuite, l'image sur la droite correspond au circuit biologique de la réponse au stress, divisé en 2 systèmes. D'abord, il y a un système rapide, la voie hypothalamo-sympathico-adrénergique. Alors j'en conviens, ce terme est un petit peu barbare. Lors de la perception des signaux de danger, le locus coeruleus dans le tronc cérébral est activé et entraîne une stimulation du système nerveux sympathique, lequel libère les catécholamines, à savoir la noradrénaline et l'adrénaline, par le biais des glandes surrénales. Ces dernières passent dans le sang et produisent une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, une dilatation des bronches, un rétrécissement des vaisseaux sanguins, une augmentation de la vigilance et de l'anxiété et déclenchent la réponse de lutte ou fuite se traduisant par un comportement agressif, des réactions de peur ou de passivité et qui visent à soustraire l'organisme de la menace. Cela correspond à la phase première d'alarme. Puis vient un système plus lent, l'axe corticotrope, également appelé axe HPA,
pour hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien, excusez du peu. En cas de stress, l'hypothalamus va activer la production de l'hormone corticotrope CRH qui va alors stimuler l'hypophyse qui va alors libérer la sécrétion d'adrénocorticotropine ou ACTH qui est ensuite transportée dans le plasma vers les glandes surrénales déclenchant ainsi la sécrétion de cortisol qui est le principal glucocorticoïde humain régulant la pression sanguine, le métabolisme du glucose et la réponse immunitaire et qui a aussi des effets anti-inflammatoires puissants. Cela correspond à la deuxième phase, celle de la résistance. La troisième phase, celle de l'épuisement, correspond à un état de stress chronique dont la permanence des stresseurs empêche la récupération et le retour à l'équilibre, autrement dit à l'homéostasie. Les récepteurs du système nerveux central deviennent moins sensibles aux glucocorticoïdes qui submergent l'organisme. L'hippocampe est alors saturé de cortisol et ne peut plus en assurer la régulation, perpétuant ainsi sa production. L'exposition prolongée aux glucocorticoïdes favorise la neurotoxicité, endommageant les neurones de l'hippocampe et se traduisant par des changements morphologiques affectant le fonctionnement cérébral. Ces effets délétères dans le cerveau sont associés dans le cortex préfrontal à une altération de l'attention, de la mémoire de travail et de la flexibilité comportementale, dans l'hippocampe, à des troubles de la mémoire spatiale et de l'apprentissage, alors que dans l'amygdale, à une augmentation de la mémoire de la peur, à de l'anxiété, ainsi qu'à de l'agressivité. Nous pouvons maintenant refermer la parenthèse et revenir au sujet qui nous occupe. Maintenant, vous vous demandez certainement en quoi le système de réponse au stress est-il important pour les personnes hautement sensibles. Eh bien, c'est tout simplement parce que l'activation chronique de cette réponse, par nature plus intense chez les personnes hautement sensibles, causée par un environnement excessivement stressant ou traumatisant durant l'enfance, a pour conséquence une dérégulation des voies physiologiques de la réponse au stress, favorisant la genèse de pathologies, ainsi qu'un abaissement du seuil d'activation, générant ainsi une réponse de plus en plus forte pour un stimuli de plus en plus faible, et provoquant un phénomène de sensibilisation qui aboutit à une perte relative de la capacité d'adaptation des personnes face à leur environnement et qui se trouvent dès lors encore davantage sensibilisées. Il apparaît donc que le terrain de la haute sensibilité peut, lorsqu'il est durablement soumis au stress, plus facilement évoluer vers un état de déséquilibre et même à une sensibilité si extrême qu'elle en devient pathologique. Mais bien heureusement, l'approche de la sensibilité biologique au contexte confirme l'hypothèse de la susceptibilité différentielle, à savoir que les profils hautement sensibles sont également ceux qui, dans la santé, bénéficient le mieux d'environnements favorables et soutenants durant l'enfance. En témoigne l'étude de Gauche qui a examiné la réactivité cardiovasculaire et immunologique chez les enfants de 3 à 5 ans afin d'évaluer l'importance des facteurs de stress dans la prévision de l'incidence des maladies respiratoires au cours des mois suivants. Sans grande surprise, les enfants très réactifs dans les familles ou dans les garderies à stress élevé ont obtenu un taux significativement plus élevé de maladies respiratoires que leurs pairs peu réactifs, tandis que les enfants hautement sensibles dans les milieux à stress faible étaient également ceux qui étaient en meilleure santé de tout l'échantillon. En revanche, l'incidence des maladies respiratoires chez les enfants faiblement sensibles n'était pas corrélée au niveau de stress environnemental, montrant approximativement les mêmes taux de maladies dans les deux contextes, que le stress soit faible ou élevé. Cette règle a aussi été démontrée sur le modèle animal, comme en témoigne l'étude du second tableau à gauche, portant sur des macaques rhésus en semi-liberté. Une troupe de macaques vivant dans un habitat boisé de 5 hectares a été confinée durant une période de 6 mois dans un habitat beaucoup plus petit pour cause de travaux. L'enfermement s'est avéré très stressant pour la troupe et l'incidence des blessures violentes a été multipliée par 5 au cours de cette même période. Le taux de blessures soignées par les vétérinaires ont produit des preuves d'une interaction significative entre le niveau de sensibilité et le stress dû au confinement. Les individus à faible réactivité ont été peu affectés par les effets de la détention, tandis que ceux avec une haute sensibilité ont montré un taux significativement plus élevé de blessures violentes dans la situation durant la période de confinement, mais aussi des taux inférieurs lorsqu'ils n'étaient pas confinés. Ces études ainsi que beaucoup d'autres ont permis à Tom Boyce, chercheur vedette de l'Institut de développement humain de l'Université de Berkeley, d'illustrer sur la courbe de droite la démonstration que le niveau de réactivité biologique, autrement dit de sensibilité environnementale, est fonction du niveau de stress psychologique et d'adversité rencontrés par les individus durant leur enfance. Le point B sur le côté droit démontre qu'un faible soutien ou un stress élevé durant l'enfance entraîne une sensibilité biologique accrue au contexte. Cette haute sensibilité préparant les individus à mieux survivre dans un environnement hostile et dont l'adversité est élevée.
Le point C sur le côté gauche montre qu'un haut niveau de sensibilité sera également développé par les personnes ayant reçu durant leur petite enfance des soins stables et un soutien familial accru. Cette haute sensibilité leur permettra ainsi de mieux capter les avantages en termes de santé et de développement personnel d'un environnement sécure. Enfin, le point A au milieu représente les personnes dont le niveau de sensibilité est faible et dont les expériences de la petite enfance sont caractérisées par des niveaux de stress modérés. Ils représentent la majorité des individus de l'espèce et leur profil favorisera leur adaptation à un environnement modérément stressant. On perçoit une fois de plus la diversification des risques opérés par Mère Nature afin d'assurer la survie de l'espèce. Mais à ce stade, nous avons vu l'influence décisive de l'environnement et du contexte durant l'enfance sur le tempérament inné de la haute sensibilité et de son impact pour le meilleur et pour le pire sur le développement de la personnalité et sur le comportement. Ensuite, nous avons étudié la biologie du stress et son impact considérable sur le cerveau et sur la santé physique et mentale des personnes hautement sensibles. Les neurosciences, quant à elles, nous avaient déjà éclairé sur le fonctionnement si particulier du cerveau hautement sensible. Mais qu'en est-il de la génétique dans tout ça ? Le tableau sur la droite schématise bien les interactions et les mécanismes aboutissant à cette plasticité si caractéristique des personnes hautement sensibles. Cela nous renvoie inévitablement au débat opposant l'inné à l'acquis. Notre personnalité, nos comportements sont-ils issus de la nature ou de la culture ? Dans quelle mesure sont-ils prédéterminés ou le fruit de notre environnement ? Selon la science, il s'agit du résultat d'interactions qui sont à l'origine de facteurs de susceptibilité dont les variations génétiques, le niveau de réactivité au stress ou le tempérament plus ou moins sensible font partie. Nous l'avons vu, l'environnement durant l'enfance et même durant la grossesse ont une incidence sur l'expression des gènes représentés par les mécanismes épigénétiques sur le tableau et ont une influence considérable sur le niveau de plasticité des individus, en particulier chez les personnes hautement sensibles. Maintenant, voyons quels gènes sont concernés. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel théorique s'impose à nouveau. Tous les membres d'une même espèce sont porteurs des mêmes gènes qui représentent une portion d'ADN d'un chromosome. Pourtant, les individus présentent tous des variations héréditaires individuelles car ils sont porteurs d'une version différente d'un même gène, ce qu'on appelle un allèle. Le génome est l'ensemble des gènes possédés par les individus d'une même espèce, tandis que le génotype est l'ensemble des allèles que possède un individu. C'est pour cela que tous les individus d'une même espèce auront le même génome, tandis que le génotype d'un individu sera différent de celui de tous les autres, et c'est ce qu'on appelle le polymorphisme génétique. Le polymorphisme désigne donc la coexistence de plusieurs allèles pour un même gène donné et correspond aux différentes variations de ce même gène dans la population. Ces variations sont dues à des mutations génétiques qui peuvent être neutres, faiblement délétères ou favorables d'un point de vue de la sélection naturelle. Pour prendre un exemple, on peut dire que tous les humains sont porteurs du même gène dont le rôle est de définir la couleur des yeux, mais que chaque individu aura une couleur potentiellement différente et qui dépendra de l'information contenue dans la portion d'ADN qu'est l'allèle. Mais en quoi cela est-il important ? Car les études qui suivent, portant sur les bases génétiques de la haute sensibilité, démontrent que les personnes hautement sensibles sont porteurs d'allèles courts du transporteur de la sérotonine, ainsi que des polymorphismes dans les gènes des neurotransmetteurs de la dopamine, de la noradrénaline et de l'enzyme monoamine oxydase A. Vous découvrirez pourquoi ces gènes devraient être considérés comme des gènes de plasticité et non de vulnérabilité, les individus prédisposés étant plus sensibles aux influences environnementales, pour le meilleur et pour le pire, la recherche en génétique corroborant ce que les études en psychologie prédisaient déjà. Le 5-HTT-LPR est un polymorphisme du promoteur du gène codant le transporteur de la sérotonine et a fait l'objet de recherches approfondies et a pu être relié avec les troubles anxieux et dépressifs. Le promoteur du gène 5-HTT existe sous la forme d'un allèle court et d'un allèle long. Or, la forme longue permet une production plus élevée de la protéine 5-HTT impliquée dans le repêchage de la sérotonine libérée dans la synapse des neurones. Cela peut affecter le taux de recapture de la sérotonine et cette protéine est donc la cible de nombreux traitements antidépresseurs dont les fameux inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ISRS. Ainsi, il semblerait que les personnes hautement sensibles soient porteuses du polymorphisme génétique du transporteur de la sérotonine 5-HTT-LPR, qui est connu pour agir comme un modulateur du développement de la sensibilité environnementale. Les porteurs de l'allèle court du polymorphisme sont tous deux associés à une sensibilité accrue aux stimuli environnementaux et impliquent d'avoir des réactions émotionnelles plus fortes, de traiter plus profondément les informations sensorielles, d'être plus conscient des subtilités de l'environnement et d'être facilement surstimulé, ce qui ressemble à s'y méprendre aux traits de la personnalité de la personne hautement sensible.
La sérotonine module une multiplicité de comportements et a un rôle prépondérant dans le développement du cerveau et des altérations précoces du développement cérébral, notamment liées à d'importants niveaux de stress durant l'enfance, et pourrait altérer des circuits cérébraux et constituer une vulnérabilité et donc un plus grand risque de développer une psychopathologie telle que la dépression ou les troubles anxieux. Il est par ailleurs connu que 30% des patients souffrant de dépression atteignent une rémission grâce à un traitement par inhibiteur de la récapture de sérotonine. En effet, les études ont mis en évidence le fait que les expériences stressantes peuvent mener à la dépression les personnes porteuses du polymorphisme du promoteur du transporteur de la sérotonine 5-HTT. Les personnes avec une ou deux copies de l'allèle court du 5-HTT présenteraient des symptômes de dépression en lien avec des événements de vie stressants, contrairement aux individus porteurs de l'allèle long. Cette conclusion est toutefois controversée car elle a été infirmée par deux études indépendantes. Selon l'étude de gauche, le polymorphisme de la région promotrice liée au transporteur de la sérotonine serait également associé à une réponse de l'amygdale cérébrale lors d'une émotion négative, l'amygdale étant connue pour être fortement liée à la peur et à l'anxiété. 54 sujets sains ont subi des tests par IRM fonctionnel pour analyser l'activation de l'amygdale en présence de stimuli désagréables. Les porteurs de l'allèle court ont montré une activation de l'amygdale dont les volumes étaient plus petits et qui serait associée à une activation accrue de l'amygdale contrairement aux porteurs du génotype long. Des études antérieures indiquaient que l'augmentation de la réactivité de l'amygdale chez les porteurs de l'allèle court serait médiée par le promoteur du gène 5-HTT. Cependant, l'influence du polymorphisme 5-HTT-LPR sur l'expression du gène est aussi controversée, car comme l'indique la flèche en pointillé, cette réactivité de l'amygdale pourrait aussi bien être influencée par des facteurs environnementaux. Rien n'est donc gravé dans le marbre en matière de génétique. Vu ce qui précède, il n'est donc pas étonnant que l'étude de droite indique que les associations entre le polymorphisme du promoteur du transporteur de la sérotonine et le trait de la haute sensibilité soient équivoques. Toutefois, des corrélations positives ont été trouvées entre les traits de la haute sensibilité et des caractéristiques trouvées chez les porteurs d'allèle court 5-HTT-LPR, dont une augmentation de l'activation cérébrale en réponse à des stimuli émotionnels et une augmentation de la production de cortisol dans le cadre des relations sociales. L'article conclut donc que des niveaux élevés de haute sensibilité sont associés au génotype court du transporteur de sérotonine uniquement lorsque sont pris en compte les traits de la personnalité des Big Five, ce qui n'est pas très robuste comme démonstration mais qui donne une indication intéressante. Plus bas sur la droite, les résultats d'une méta-analyse, c'est-à-dire d'une analyse d'études portant sur 9361 enfants et adolescents jusqu'à l'âge de 18 ans et cumulant près de 30 rapports de recherche, a été réalisée sur les porteurs du génotype du transporteur de la sérotonine 5-HTT-LPR. Dans l'ensemble des études, il a été constaté que les porteurs des allèles courts étaient significativement plus vulnérables aux environnements négatifs que les porteurs de l'allèle long, tandis que les porteurs de l'allèle court ont également plus profité de la contribution environnementale positive, leur permettant de se développer de manière plus positive que les porteurs de l'allèle long, confirmant ainsi le modèle de la sensibilité différentielle. Cette méta-analyse confirme donc que le polymorphisme 5-HTT-LPR est un marqueur génétique de susceptibilité différentielle et de plasticité neurobiologique plutôt que de vulnérabilité. L'étude qui suit porte sur l'interaction entre le 5-HTT-LPR et l'environnement dans lequel des enfants et des adolescents de 9 à 15 ans ont été élevés en évaluant la qualité du contexte éducatif parental afin d'analyser si les porteurs de l'allèle court du 5-HTT-LPR seraient plus influencés et réceptifs à un rôle parental de soutien et de non-soutien. Les 3 études indépendantes reportées dans cet article ont testé cette interaction chez 1874 enfants et adolescents et les résultats ont montré que des jeunes porteurs de l'allèle court étaient plus sensibles à la qualité de l'éducation parentale pour le meilleur et pour le pire. Plus précisément, les jeunes porteurs de l'allèle court ayant connu une éducation défavorable et négative ont présenté des affects négatifs, autrement dit un risque accru de développement de psychopathologie à l'âge adulte, alors que des niveaux plus élevés d'affects positifs ont été signalés par ceux dont les conditions éducatives parentales étaient positives. Pour continuer sur le volet de la génétique, regardons maintenant le MAOA. Les monoamines oxydases sont un groupe d'enzymes intervenant notamment dans le catabolisme des neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine et jouent donc un rôle prépondérant dans la stabilisation de l'humeur et de la sensibilité environnementale. Le gène MAOA, popularisé par les médias, est mieux connu comme le gène du guerrier à cause de son implication dans l'impulsivité et des comportements antisociaux. Cette variation du gène serait ainsi responsable d'une réduction du contrôle de la dopamine et de la sérotonine, ce qui serait à l'origine des comportements impulsifs et violents.
La biocriminologie s'est évidemment beaucoup intéressée à l'hypothèse d'un gène de l'agresseur, mais elle reste à ce jour controversée et fait l'objet de débats contradictoires soutenus. Diverses études ont associé les allèles de faible activité avec des conduites impulsives et agressives qui se trouvent particulièrement présentes dans le cas de la maltraitance infantile. Les prisonniers incarcérés pour crimes non violents, violents et très violents ont été comparés et on a trouvé une corrélation statistiquement significative entre la présence de l'allèle de faible activité MAOA-L et le nombre de crimes violents commis sans pour autant qu'il soit systématiquement présent chez les sujets violents et absent chez les autres. En Italie, un juge a réduit la peine d'un accusé en 2009 suite à la présentation d'une preuve de prédisposition génétique à la violence citant le monoamine oxydase A. Plusieurs mois auparavant aux États-Unis, la citation du MAOA a contribué à la réduction d'une accusation de meurtre au premier degré à homicide volontaire. Ces faits divers cités par l'étude de droite concluent que les variantes génétiques du MAOA ont un impact sur la violence future et l'agression seulement lorsqu'elle est combinée avec de la maltraitance infantile. Il semblerait que la tendance à l'impulsivité chez les hommes porteurs des allèles de basse activité du gène MAOA-L est considérablement amplifiée lorsqu'elle est combinée avec la maltraitance infantile, témoignant ainsi de l'interaction entre génétique et environnement. Selon le schéma, les variants de faible activité du gène MAOA conduiraient à un léger biais du développement neuronal qui contribuerait à une hyperactivité de l'amygdale cérébrale et à une hypoactivité du cortex préfrontal lors des stimulations émotionnelles. Cela contribuerait à une réponse émotionnelle exagérée qui, combinée à une plus forte impulsivité, résulterait à une augmentation de l'agressivité. Des études avaient déjà démontré que l'exposition à la maltraitance infantile permettait de prédire un comportement antisocial chez les hommes porteurs de l'allèle de faible activité MAOA une fois adultes. Ces conclusions ont été confirmées par 2 méta-analyses de 2006 et de 2014. Le graphique de droite souligne toutefois que l'allèle de faible activité MAOA, L pour low, est un facteur de plasticité car le développement neurologique est fortement influencé par la qualité de leur contexte durant l'enfance, tandis que les porteurs de l'allèle de haute activité MAOA-H pour high sont peu affectés par leur environnement conformément au principe de la susceptibilité différentielle. Ces études démontrent que la présence de maltraitance et d'adversité durant l'enfance chez les participants porteurs du polymorphisme génétique de faible activité accroît considérablement le risque de délinquance une fois adultes, alors qu'ils obtenaient les scores de délinquance les plus bas lorsqu'ils déclaraient une relation positive et sécurisante avec leurs parents durant l'enfance. Fait intéressant, le fait d'avoir bénéficié de conditions éducatives favorables réduit considérablement le risque de délinquance parmi les participants ayant connu l'adversité durant leur enfance. L'expérience de traumatisme dans la vie d'un enfant hautement sensible ne le conduirait donc pas nécessairement à devenir un adulte violent, pour autant qu'il ait été soutenu par ses parents, ce qui favoriserait significativement sa résilience. Un autre polymorphisme génétique attribué à la haute sensibilité est le DRD4. Mieux connu comme le gène de l'aventurier, le récepteur dopaminergique D4 est aussi lié à différentes affections psychiatriques telles que la schizophrénie, le trouble bipolaire, à l'hyperactivité, aux troubles de l'alimentation dont l'anorexie mentale ainsi qu'aux comportements addictifs. Ce gène est impliqué dans le contrôle de la dopamine qui est un neurotransmetteur libéré par le cerveau lorsque l'on vit une expérience agréable associée à une sensation de plaisir. La forte sélection du gène DRD4 dans la population se serait développée il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, favorisant les grands exodes et permettant à l'Homo sapiens de se lancer à la conquête du monde. Le revers de ce goût immodéré pour la nouveauté et l'aventure serait une disposition accrue au développement de troubles de l'addiction et une tendance à la prise de risques immodérés. Mais avant de poursuivre, il est nécessaire de préciser certains aspects. En psychologie, la théorie de la sensibilité au renforcement distingue 2 systèmes cérébraux régulés par la dopamine dont la fonction est la gestion du système de la récompense, de la punition et de la motivation. D'un côté, le système d'inhibition comportementale, abrégé sous l'acronyme BIS en anglais, serait activé par des signaux de punition, de nouveauté, de frustration, ainsi qu'à l'absence de récompense, et déclencherait en réponse des comportements d'évitement. Les personnes ayant un BIS élevé seraient plus inhibées et sensibles à la peur et plus sujettes au développement de troubles anxieux et dépressifs. De l'autre côté, le BAS, ou le système d'activation comportementale, serait activé par des signaux de récompense et déclencherait des comportements d'exploration se traduisant par la recherche de nouveautés et de sensations.
Au contraire, les personnes ayant un BAS élevé seraient plus extraverties et impulsives et seraient plus vulnérables aux comportements addictifs tels que l'alcoolisme ou l'abus de drogue. Pour simplifier, on pourrait dire que le BIS est le frein et le BAS l'accélérateur, regroupés en un système motivationnel qui serait fortement influencé par le variant génétique du récepteur de la dopamine D4. En effet, les allèles DRD4 sont cités par certaines études comme étant liés à la recherche de nouveautés et à l'impulsivité, relevant ainsi du système d'activation comportementale. D'autre part, on a vu que les personnes hautement sensibles ont une tendance plus marquée au retrait qu'à l'exploration, même si nous avons vu que 30% sont extravertis et ont donc une dominante basse. Selon Hélène Aron, les personnes ayant un système d'inhibition plus dominant, dont la majorité des personnes hautement sensibles, sont désignées à tort comme ayant une sensibilité accrue à la peur, ces personnes évaluant leur environnement non seulement afin d'identifier les menaces, mais aussi afin de saisir les opportunités qui s'y présentent. Ils ont ainsi une sensibilité accrue à l'ensemble des stimuli, c'est pour cela que la chercheuse a préféré désigner ce trait par le système pause-réflexion. Ainsi, le BIS serait plus prégnant chez les personnes hautement sensibles car ils sont plus conscients et attentifs à leur environnement afin de tirer le meilleur parti des opportunités et si une opportunité est détectée, le système d'activation comportementale BAS est activé afin de promouvoir l'exploration et de saisir l'opportunité au plus vite. Nous pouvons donc maintenant refermer cette parenthèse et revenir à la génétique. Les études de gauche mettent en évidence le trait de personnalité de recherche de la nouveauté, qui est la tendance à rechercher des nouveaux stimuli et son lien supposé avec sa prédisposition à la consommation de drogues telles que l'alcool, la nicotine, la cocaïne, les amphétamines, les opiacés. Cette tendance à l'addiction serait-elle le fruit de prédispositions génétiques et neurologiques dans le système d'activation comportementale combinées à des facteurs environnementaux, notamment sociaux et familiaux, pouvant se traduire par une tendance à la consommation compulsive et à une propension à rechuter. Le comportement de la recherche de la nouveauté est donc modulé par le système de récompense central dans le cerveau dont la dopamine est le principal neurotransmetteur et permettrait ainsi de prédire la vulnérabilité individuelle à la toxicomanie. Le tableau en bas à gauche illustre les facteurs contribuant à la toxicomanie et la vulnérabilité à l'abus de substances et sa relation avec le comportement de recherche de la nouveauté. Cette hypothèse, comme celle qui précède, est aussi controversée, car comme l'atteste le titre de l'étude en haut à gauche, la relation de cause à effet n'est pas solidement établie entre un comportement de recherche de la nouveauté et la toxicomanie, ces deux traits ainsi que nombre d'autres facteurs s'influençant mutuellement de manière synergique. L'article de droite est une méta-analyse portant sur le rôle des gènes liés à la dopamine en tant que facteur de susceptibilité différentielle interagissant avec le contexte éducatif parental durant l'enfance selon le principe pour le meilleur et pour le pire. Dans la première étude, la propension de 91 enfants de 7 ans à donner leur argent à un organisme de bienfaisance, en l'occurrence l'UNICEF, a été évaluée. Il en ressort que les enfants porteurs du variant du transporteur de la dopamine D4 étaient plus généreux que ceux qui n'étaient pas porteurs du polymorphisme, mais uniquement lorsque leur attachement affectif était sécure, témoignant ainsi d'un environnement familial favorable et soutenant. L'une des raisons de ce résultat serait que les circuits dopaminergiques sont hautement impliqués dans le système de la récompense et de la motivation. Une signalisation dopaminergique plus faible ralentirait alors les apprentissages découlant de feedback négatif tout en favorisant les apprentissages découlant de l'utilisation de la discipline positive. Le tableau de droite est le résultat d'une méta-analyse d'études portant sur les allèles du récepteur de la dopamine DRD4, mettant en évidence que les individus qui en sont porteurs ont un risque accru de développer des troubles psychiatriques ou comportementaux quand ils rencontrent l'adversité, tandis que les autres ne sont pas beaucoup affectés lorsqu'ils y sont exposés, tout en favorisant un développement optimal lorsqu'ils sont élevés dans des environnements familiaux favorables. À nouveau, cette conclusion étaye l'hypothèse selon laquelle ces gènes de vulnérabilité sont en réalité des gènes de plasticité, les individus qui en sont porteurs étant en réalité plus sensibles à l'environnement selon le principe de la susceptibilité différentielle pour le meilleur et pour le pire. L'étude sur la droite, au titre éloquent portant sur les 3 variants génétiques que nous venons de voir, à savoir la monoamine oxydase A, le polymorphisme du promoteur du gène codant le transporteur de la sérotonine 5-HTT-LPR et le récepteur de la dopamine D4, DRD4, pose en synthèse la question suivante. S'agit-il de gènes de vulnérabilité ou de plasticité ?
Elle suggère que l'hypothèse de la susceptibilité différentielle est un phénomène également applicable au niveau de la génétique en soulignant que les personnes plus sensibles à l'adversité en raison de leur constitution génétique sont également les plus susceptibles de bénéficier d'expériences de soutien venant d'environnements positifs ou même de la simple absence d'adversité. Ainsi, ce qui était considéré jusqu'alors comme des gènes de vulnérabilité ou des allèles à risque pourrait être mieux redéfini en tant que gènes de plasticité, car ils semblent faire des individus plus sensibles aux influences environnementales selon le principe du pour le meilleur et pour le pire. Le graphique de l'article, portant sur un échantillon d'adolescents âgés entre 10 et 20 ans, classés par groupe à risque, mentionne que les porteuses du génotype COUR 5-HTT-LPR, vivant dans un environnement à faible stress, étaient 25% moins susceptibles de souffrir de dépression sévère que celles porteuses de l'allèle long, vivant dans les mêmes conditions. Fait intéressant, les bénéfices développementaux issus d'un environnement favorable seraient plus importants que la vulnérabilité générée par un environnement à stress élevé, car les porteuses de l'allèle court étaient seulement 20% plus susceptibles de développer une dépression sévère que les porteuses de l'allèle long vivant dans les mêmes conditions de stress élevé. L'article conclut donc que les variants génétiques ne modulent pas seulement l'influence d'un environnement stressant avec le risque de dépression, mais aussi, et c'est peut-être pas une surprise, avec l'anxiété et le trouble de l'attention avec hyperactivité. Le tableau tiré de l'étude de droite représente le développement individuel selon le type de sensibilité. En l'absence de gènes de sensibilité, dont nous avons vu quelques exemples, la sensibilité environnementale sera faible quelle que soit l'adversité contextuelle rencontrée. Par contre, lorsque les gènes de sensibilité sont présents, la qualité de l'environnement initial façonnerait alors le type de sensibilité. En réponse à un environnement neutre, la sensibilité reflètera une sensibilité accrue aux influences négatives et positives. Ainsi, un environnement où l'adversité prédomine augmente la sensibilité aux menaces, tandis qu'un environnement soutenant et favorable augmente la sensibilité avantageuse, dénommée en anglais « Vantage Sensitivity ». Le schéma du bas illustre une hypothèse de ce qui pourrait être la genèse de la neurosensibilité. L'interaction entre les gènes de la sensibilité et les facteurs environnementaux s'influençant mutuellement façonnerait ainsi la sensibilité du système nerveux central. Une sensibilité accrue du système nerveux central, ce que nous appelons communément l'hypersensibilité, se manifesterait alors de façon psychologique, comportementale et physiologique. Alors que la recherche s'est longtemps concentrée sur les aspects négatifs de la haute sensibilité, une théorie se concentrant uniquement sur les aspects positifs de la haute sensibilité s'est développée ces dernières années. Ce nouveau modèle, qui défend une vision valorisante et optimiste de la haute sensibilité, s'appelle Vantage Sensitivity, traduit en français par sensibilité avantageuse. Selon cette théorie, les individus diffèrent dans leur réponse aux expériences positives, certains en bénéficiant plus que d'autres, et les différences apparaissant en réponse à une expérience lorsqu'elle est particulièrement positive. Ceux qui bénéficient d'expériences positives et de soutien font preuve de sensibilité avantageuse, alors que ceux qui n'en tirent pas avantage ou qui n'en bénéficient pas de la même manière font alors preuve de résistance ou en anglais Vantage Resistance. Cette théorie relativement récente, postulée en 2012 dans l'article de droite, illustre de façon graphique qu'en réponse à une expérience positive, le niveau de fonctionnement augmente chez l'individu hautement sensible, tandis qu'il reste inchangé chez l'individu moins sensible. L'article souligne que la sensibilité avantageuse ne doit pas être confondue avec la résilience qui reflète l'absence de dysfonctionnement, autrement dit, à l'absence de développement de troubles malgré une exposition à l'adversité et à des expériences difficiles. L'étude de droite analyse l'interaction entre gènes et environnement et souligne que les marqueurs génétiques que nous avons vus précédemment sont les mêmes que ceux qui permettent aux personnes de bénéficier de contextes soutenants et positifs conformément au modèle de la sensibilité avantageuse. Les porteurs de ces gènes auraient dès lors une propension à bénéficier de manière disproportionnée des expériences positives, dont notamment l'aide et le soutien. Un exemple de sensibilité avantageuse, tiré d'une étude citée par cet article, porte sur l'influence des gènes en réponse à un traitement du trouble de stress post-traumatique en fonction d'un variant génétique du facteur neurotrophique qui est une protéine codée par le gène BDNF et dont le polymorphisme est suspecté comme reflétant une vulnérabilité à certaines pathologies à cause de son important rôle dans le développement neuronal. Ainsi, les 55 participants de l'étude, qui avaient été diagnostiqués comme ayant un trouble du stress post-traumatique, ont bénéficié de 8 semaines de thérapie cognitivo-comportementale.
L'ensemble des patients ont vu une diminution de leurs symptômes, mais ceux qui étaient porteurs de l'allèle BDNF, VAL, ont montré une réduction de 62%, alors que les autres patients montraient une réduction de seulement 40%, ce qui est près d'un tiers de bénéfices en moins, et qui atteste donc d'une sensibilité avantageuse au traitement thérapeutique. Les mêmes gènes favoriseraient donc autant la tendance au développement de troubles en agissant comme des gènes de vulnérabilité lors d'expériences négatives que la tendance à avoir une amélioration significative et à donc considérablement bénéficier des contextes bienveillants et positifs comme en témoigne le graphique de droite. Nous avons ici enfin une théorie valorisante et positive de l'hypersensibilité et on ne peut que se réjouir du fait que la science se concentre sur les atouts de la haute sensibilité et notamment dans son apport à la société humaine. Cela nous amène logiquement à la conclusion suivante. Les personnes hautement sensibles sont ceux qui bénéficient le plus des traitements thérapeutiques grâce à leur neuroplasticité. Pour nous en convaincre, les deux études qui suivent ont cherché à mesurer cette disposition particulière, à considérablement bénéficier des accompagnements thérapeutiques ainsi que des programmes de prévention. L'étude de gauche a examiné si le trait de personnalité de la haute sensibilité accroît l'efficacité des programmes psychologiques en milieu scolaire visant à prévenir la dépression. L'étude a eu lieu dans une école secondaire réservée aux filles à Londres. Des filles de 11 à 13 ans, issues d'une population considérée comme à risque, ont été évaluées afin de voir si celles qui étaient hautement sensibles bénéficieraient davantage d'un programme scolaire psychologique visant à promouvoir la résilience et à prévenir les symptômes dépressifs. Il en est ressorti que les filles hypersensibles n'avaient pas moins de symptômes de dépression que les filles peu sensibles avant le début du programme. Cependant, au cours du programme, les symptômes de dépression chez les filles hautement sensibles ont diminué et sont restés faibles 12 mois après le début du programme, ce qui n'était pas le cas des filles peu sensibles dont les symptômes de dépression n'ont pas du tout été affectés par le programme et qui ont même légèrement augmenté au cours de la même période, ce qui est clairement illustré sur le graphique de gauche. Cela signifie que les filles hautement sensibles ont fait preuve d'une sensibilité avantageuse ou vantage sensitivity aux effets positifs du programme, tandis que les filles peu sensibles ont au contraire démontré une résistance. En résumé, cela démontre que les enfants hautement sensibles bénéficient plus que les autres d'expériences positives telles que les programmes de prévention visant à améliorer le bien-être psychologique. Cela confirme à nouveau le modèle de la sensibilité avantageuse, faisant ainsi progresser notre compréhension des avantages d'une sensibilité élevée. L'article de droite passe en revue une sélection d'études récentes rapportant les différences individuelles dans la réponse positive à une intervention psychothérapeutique, une partie de cette variabilité étant due à des différences individuelles dans la sensibilité environnementale et donc la capacité inhérente à traiter les stimuli externes. Le résultat est qu'un nombre croissant d'études rapportent que certaines personnes bénéficient plus d'une intervention psychologique que d'autres en fonction de caractéristiques génétiques, physiologiques et psychologiques liées à la haute sensibilité. Ces études appuient l'hypothèse de la sensibilité avantageuse selon laquelle la réponse au traitement est influencée par des facteurs associés à une sensibilité accrue aux influences environnementales, autrement dit par le tempérament inné qu'est l'hypersensibilité. Cette conclusion est très importante pour les domaines de la psychiatrie et de la psychologie clinique, car c'est en reconnaissant le principe de la sensibilité avantageuse ou vantage, et donc que certaines personnes sont plus sensibles aux effets positifs des psychothérapies en raison de leur sensibilité accrue, que l'on pourra être éclairé sur les raisons pour lesquelles les psychothérapies fonctionnent ou pas. L'article précise que la sensibilité avantageuse, selon le schéma de la partie droite du graphique, est d'une pertinence significative pour notre compréhension de l'hétérogénéité largement observée dans la réponse au traitement psychothérapeutique. Afin de clore ce sujet, qui je l'espère vous aura autant passionné que moi, je vous propose encore 2 schémas qui font la synthèse des différents modèles de sensibilité environnementale. Pour résumer, le modèle de diathèse-stress décrit la sensibilité aux environnements difficiles, tandis que la sensibilité avantageuse décrit la sensibilité au contexte favorable. Les 3 modèles que sont la sensibilité dans le traitement sensoriel de l'information, la susceptibilité différentielle et la sensibilité biologique au contexte décrivent les différences individuelles en réponse à des expériences à la fois négatives et positives, ces 3 modèles représentant ainsi une combinaison des 2 modèles apparaissant au bas du schéma. Ces 3 modèles de sensibilité environnementale représentés ici sur 3 axes sont issus d'approches scientifiques et de postulats différents, mais s'accordent tous sur le fait qu'il existe des différences individuelles de sensibilité aux environnements négatifs et positifs, et sur le fait que ce trait de personnalité est et sera toujours présent dans une minorité de la population, et ce pour des raisons évolutionnistes.
Alors que le modèle de diathèse stress met l'accent sur la vulnérabilité face à des environnements défavorables, la sensibilité avantageuse met l'accent sur les bénéfices face à des environnements positifs. La théorie de la susceptibilité différentielle affirme en combinant les deux modèles que les individus sont différemment sensibles non seulement aux environnements négatifs mais aussi aux effets bénéfiques des environnements positifs, cette caractéristique innée étant issue d'interactions entre la génétique, les caractéristiques neurobiologiques et comportementales ainsi que les influences environnementales. Ensuite, la sensibilité du traitement sensoriel de l'information met en évidence un trait comportemental et donc un tempérament reflétant une profondeur accrue du traitement de l'information, une conscience accrue aux subtilités de l'environnement, une émotionnalité importante ainsi qu'une disposition à la surstimulation. Cette hypothèse affirme qu'une plus grande profondeur du traitement de l'information, combinée à une forte réactivité émotionnelle, conduirait à une plus grande prise de conscience des subtilités ainsi qu'à une disposition accrue à être surstimulée. Finalement, la théorie de la sensibilité biologique au contexte met l'accent sur la sensibilité en tant que propriété biologique, se traduisant par une réactivité accrue dans le système de la réponse au stress. Ces 5 modèles suggèrent l'existence de la haute sensibilité, plus communément appelée hypersensibilité, faisant état d'une importante plasticité neurocérébrale, se traduisant par une réactivité accrue aux influences positives et négatives, pour le pire, mais surtout pour le meilleur. Les thérapies brèves telles que l'hypnose ericksonienne, les mouvements oculaires, la régulation émotionnelle ou encore les thérapies de réduction du stress par la pleine conscience ont pour objectif d'éliminer les symptômes rapidement et de manière efficace. Les thérapies brèves s'intéressent davantage à la manière de résoudre le problème qu'à leur cause, la priorité étant donnée à faire disparaître la souffrance. Qu'il s'agisse du traitement des troubles anxieux, de la dépression, du stress post-traumatique ou des phobies, les thérapies brèves ont depuis longtemps démontré leur efficacité. C'est pourquoi nous proposons au sein du centre Anizen d'accompagner thérapeutiquement les personnes hautement sensibles souffrant de ces affections. Comme nous l'avons vu, les personnes hautement sensibles sont plus réactives aux influences de leur environnement que la moyenne. Et lorsque les événements de la vie ont été défavorables, elles ont davantage tendance à développer des troubles alimentaires, des insomnies ou des addictions. Par contre, nous l'avons également vu, les personnes hautement sensibles réagissent mieux que les autres aux thérapies ainsi qu'à l'accompagnement et au soutien d'un professionnel de la santé. Lorsque les déséquilibres se font durables, une décompensation du terrain de la haute sensibilité en pathologie de l'hypersensibilité n'est pas rare. Qu'il s'agisse de fibromyalgie, du syndrome de fatigue chronique, de l'hypersensibilité chimique multiple, de l'électro-hypersensibilité ou encore du syndrome de l'intestin irritable, nous constatons tous les jours au sein du centre Anizen l'efficacité des soins énergétiques par état de conscience modifié ainsi que les avantages de la reprogrammation neurologique tels que proposés par les programmes Gupta ou DNRS pour lesquels je propose également de partager mon expérience. Mais avant tout, je souhaite souligner que la haute sensibilité est une richesse extraordinaire pour qui a su l'apprivoiser. Symbole de la neurodiversité, les personnes hautement sensibles ont beaucoup à apporter à une société en pleine mutation. Notre sensibilité, notre sens moral et notre empathie, pour ne citer qu'eux, sont autant d'atouts innés qu'il nous tient à cœur de valoriser. C'est pourquoi nous proposons également des solutions de coaching pour celles et ceux qui souhaitent développer leur potentialité. Nous sommes heureux de vous accompagner sur le chemin de l'équilibre et de la guérison, ainsi que celui du développement personnel, alors n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées qui s'afficheront à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre visionnage et j'espère avoir pu vous sensibiliser au sujet de la haute sensibilité. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à laisser vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends prochainement pour une consultation au sein du centre de thérapie naturelle Anizen et dont vous trouverez les coordonnées ci-après. Je vous souhaite une excellente santé et j'espère vous retrouver